Le dernier projet, qui crée pour l'instant beaucoup de vagues au Grand-Duché, vous imaginez que dans le Luxembourg, dont un tiers des revenus provient d'une place financière, il y a une région du Luxembourg qui a le courage de créer une monnaie régionale. On s'est attiré le courroux de la Banque centrale luxembourgeoise il y a 3 semaines, lorsqu'on a présenté notre projet de monnaie régionale, et on veut bien y aller. On n'est pas contre l'euro, par contre, on veut avoir une monnaie complémentaire. L'euro pour être protégé dans le monde globalisé, mais la monnaie régionale pour garder plus de pouvoir d'achat dans la région, pour créer des emplois chez nous et non pas en Chine. Et voilà que c'est un beau projet qui est en train de se faire, qui crée beaucoup de vagues, mais je suis sûr qu'il va réussir dans les temps qui courent. Et peut-être qu'on aura l'occasion après, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, mais c'est un concept très prometteur qui rentre totalement dans l'idée du développement durable. Ce n'est pas un concept, on veut devenir un village d'Astérix, mais on veut en terminer avec les aberrations de la globalisation, d'importer des salades d'Italie du Sud, alors qu'on peut en avoir de la maraîchère bio qui s'est installée avec Riche, d'importer des fleurs d'Afrique du Sud, alors qu'on peut en avoir d'Hollande. Et est-ce qu'on a vraiment besoin, avec tous les vins français, italiens, du vin sud-africain, du vin, je ne sais pas d'où, je pense qu'il faut en terminer avec les aberrations de la globalisation. Alors, deuxième pilier, l'écologie, des choses plus classiques, avec des campagnes de sensibilisation pour faire moins de déchets. Alors, on est un peu fiers avec, sur 15 ans, des campagnes de sensibilisation pour diminuer la consommation d'eau potable et des prix corrects, des prix coûtants. On a les chiffres noirs sur blanc. Avec Riche, on est entre 20 et 25% en dessous de la moyenne d'utilisation par tête d'habitant d'eau potable par année. Ce n'est pas rien. Si tout le monde utilisait 25% d'eau potable au moins, les réserves d'eau potable seraient beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont. Des projets avec les agriculteurs pour améliorer la biodiversité. Je pense qu'on va dire qu'au Luxembourg, on a été précurseur en ce qui concerne la bioconstruction. Voilà une photo d'une école villageoise qu'on a rénovée et agrandie en 1993. On a appliqué, mais à 100%, les critères de la bioconstruction. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que peu de gens parlaient de bioconstruction il y a 20 ans. Alors, nous, on a appliqué, on a fait un abécédaire de la bioconstruction, on a beaucoup appris sur ce chantier. Depuis là, on le fait d'une manière systématique. Voilà le route sportif. À chaque fois qu'on investit en tant que commune, on pense qu'on a la responsabilité de créer un marché pour des nouveaux produits régionaux écologiques. Vous voyez par exemple un bardage en bois rectifié, c'est du bois local, régional, épicéa, douglasie, dont on retire l'humidité, et vous pouvez le mettre comme ça, en tant que bardage d'une façade, ça ne bouge pas. Entre-temps, c'est devenu plus gris, mais pas besoin de le peindre, pas besoin de mettre des produits toxiques dessus. Voilà encore un marché pour des produits régionaux. Le grand projet dans le domaine écologique, c'est, entre-temps, l'autarcie énergétique. On a bien avancé dans la réduction des émissions de CO2. Quand je vous dis qu'entre-temps, avec 2 installations de biométhanisation, 15% des ménages qui ont déjà investi dans le solaire, on est pratiquement à l'autarcie en ce qui concerne la production d'électricité basse tension. On a en étude avec une firme belge un projet de parc éolien. S'il devait aboutir, on serait à 100% à l'autarcie, même pour nos clients industriels et artisanaux. Et l'année passée, à travers le réseau de chauffage, la commune a fourni pas moins de 30% de toute la chaleur consommée par les 700 ménages, l'industrie et l'artisanat sur Bec-Richy. Il reste encore du chemin à faire. Il faut surtout trouver des moyens d'isoler les belles fermes dont on dispose. Mais je pense qu'on est bien, on a récupéré une bonne partie de notre souveraineté énergétique, alors que ce projet du réseau de chaleur était surtout un projet écologique pour commencer. Entre-temps, c'est devenu un projet économique et social, parce que là encore, la plus-value reste acquise à la communauté. Et quand je vous dis, avec les prix du pétrole qu'on a pour l'instant, un ménage moyen Bec-Richy qui est raccordé au réseau de chaleur gagne déjà 500 € par an par rapport au mazout avec lesquels on chauffait avant, parce qu'on n'a pas le gaz naturel.
Et vous voyez que souvent, si vous y allez du côté écologique, vous vous retrouvez après avec une dividende économique et sociale. Il faut juste regarder un peu plus loin que le bout de son nez, investir un peu plus à court terme pour en retirer beaucoup d'argent et beaucoup de profits à moyen et long terme. Alors, pour devenir un jour autarcique, il faut faire en permanence deux choses. D'un côté, réduire la consommation d'électricité et de chaleur, et bien sûr, de l'autre côté, produire sur base d'énergie renouvelable. Voilà une installation thermique qu'on a justement mis dans la cour de récréation de cette école. En 1993, tout le monde nous disait, mais dans 6 mois, tout sera brisé parce que les enfants vont jeter des pierres dessus. Je vous prends un témoin, vous venez visiter Beckrich et vous retrouvez le même collecteur 20 ans après, parce que les enfants ont très bien compris qu'on chauffe l'eau avec laquelle ils se lavent les mains. Et je suis convaincu que les enfants qui ont grandi dans une cour d'école, où ils voient chaque jour cette installation, où ils voient à travers un thermomètre installé à l'intérieur de l'école que même en hiver, lorsqu'il fait moins 10, le soleil est capable de chauffer l'eau jusqu'à 50-70 degrés, que des enfants pareils vont plutôt mettre une installation pareille sur leur toit, si 15 ans après, ils sont maîtres d'ouvrage d'une maison individuelle, que des enfants qui n'ont jamais entendu parler de la force et de l'énergie solaire. Alors vous voyez que les ménages suivent, il y en a même qui mettent les deux technologies sur un même toit. Au milieu, vous voyez un capteur solaire pour l'eau chaude et à gauche, à droite, l'électricité. Entre-temps, il n'y a pas moins de 15% des ménages qui ont investi. Et voilà. Voilà encore d'en haut, notre centrale, combinaison de biogaz et des filières bois. L'électricité, la mobilité électrique est en train de faire son apparition à Beckrich, première voiture électrique. On a été la première commune au Grand-Duché à avoir un petit réseau de 3 bandes électriques pour faire passer un message que la technologie est en train de se faire. Mais autre message, on a un fournisseur d'électricité verte, parce que si vous n'avez pas d'électricité verte, ça ne va pas la peine de rouler en voiture électrique. En même temps, on est en train de mettre en place un projet de covoiturage, parce qu'on dit aux gens, la solution ne sera pas de changer les voitures diesel et essence par des voitures électriques. Il faut vraiment avoir une philosophie tout à fait différente. Il faut réorganiser toute la mobilité. Donc la voiture électrique peut être un élément. Il faut aller beaucoup plus loin, covoiturage, taxi à l'appel et autre chose pour être mobile du matin au soir. Le volet social, on essaie de garder l'aspect de nos villages. Dans ce monde globalisé, on veut garder notre identité. Alors qu'au Luxembourg, il y a une tendance à faire des grandes écoles centrales avec 300, 400, 500 enfants entre 4 et 12 ans. Je ne suis pas psychologue, mais je ne sais pas si c'est très agréable pour un enfant de 4 ans de se retrouver sur un campus de 500 enfants. Nous, on a gardé les écoles au village, petites unités, un contrôle social positif, 40, 50 enfants, 3 classes scolaires, tout le monde connaît tout le monde. Et voilà que des instituteurs venant de grands campus luxembourgeois nous confirment qu'il y a moins d'agressivité, qu'il y a moins de vandalisme dans nos cours de récréation parce qu'on a des petites unités. Alors nous, on est pour des infrastructures publiques à échelle humaine. Alors, je vous ai parlé des 50% de divorces au Luxembourg, 7% des enfants élevés dans des ménages monoparentaux, et la différence entre la ville et le monde rural n'est pas très grande. Voilà qu'on a été une des premières communes au Luxembourg à offrir une structure d'accueil à côté de l'école pour tous les enfants pour lesquels on est responsable. Pour les plus vieux, si je peux dire, ensemble avec les communes avoisinantes, on a créé une maison de retraite dans la commune voisine pour que les gens plus âgés puissent passer leur fin de vie dans un entourage qu'ils connaissent. Alors les femmes sont malheureusement très peu représentées dans la décision politique, au Luxembourg, à Beckrich aussi, je dois l'avouer, mais on utilise des moments importants pour montrer que pour nous l'apport des femmes est important. Pour tous nos efforts de rénovation rurale et développement durable, on a eu un prix européen en 1996 qui nous a été décerné à Munich dans un beau théâtre rococo. Et les dignitaires bavarois s'attendaient à ce qu'on vienne avec la fanfare, jouer quelques morceaux de fanfare. Non, on a emmené le groupe de femmes, ils ont fait du step, du rock, et ils ont un peu dépoussiéré
le théâtre rococo de Munich. Et après, tout le monde a compris que pour nous, l'apport est très important. Je ne sais pas si vous savez, mais entre-temps, le Luxembourg a 40% d'étrangers. Le Luxembourg, la capitale, vous avez 63% d'étrangers qui habitent. En plus de ça, vous avez 150 000 frontaliers qui viennent travailler chez nous. Alors, si vous voulez avoir un pain à Luxembourgville, il vaut mieux parler français, sinon vous pourriez mourir de faim. Avec Riche, on n'est pas tellement élevé, on est à 30%. On n'a pas attendu la crise financière et un taux de chômage de 6,5% à Luxembourg aussi, et les premiers excès de racisme sur l'Internet pour faire une politique proactive en ce qui concerne l'intégration des étrangers. On y va souvent à travers le volet culturel. Vous voyez du flamenco espagnol sur la place de l'église de Beckrich, et beaucoup d'étrangers et de Beckrichistes sont venus écouter. On fait des projets intergénérationnels. On est bien d'accord qu'on est en train de compartimenter notre société, les petits à la crèche, les enfants à l'école, les adultes au travail et les vieux dans la maison de retraite. Je simplifie un tout petit peu, mais je pense qu'il faut remélanger les générations. L'apprentissage oral, on l'a totalement perdu, il est très important qu'on le réapprenne, et voilà qu'on a fait un projet culturel intergénérationnel en 2000. Alors, voilà les 3 piliers pour le développement durable, mais quand je vous dis qu'au Luxembourg, on n'avait jamais eu la fusion des communes, qu'on est une petite commune rurale de 2300, il est bien sûr nécessaire qu'on se regroupe avec d'autres communes. Voilà pourquoi, je pense, surtout au milieu rural, la collaboration régionale est très importante. On a fait pour ça, il y a 15 ans déjà, un syndicat intercommunal à vocation multiple qui fait des tas de choses. Entre autres, on a créé 2 zones d'activité régionales pour que les 10 communes n'aient pas besoin de faire chacune pour elles une petite zone qu'ils gèrent mal et où il est difficile de trouver des investisseurs. Nous, on gère 2 zones régionales et l'impôt commercial qui est payé est versé proportionnellement à la population aux 10 communes. C'est une manière de solidarité pour que tout le monde s'y retrouve. De cette manière-là, on a créé pas moins de 350 emplois dans cette région rurale. On a créé la première crèche régionale en monde rural. On a augmenté la cadence du transport public, ensemble avec le ministère des Transports luxembourgeois. On a une bonne collaboration avec la commune belge d'Aterf, vous connaissez peut-être son député maire José Arens. Justement, pendant ce temps, il y a un beau festival transfrontalier qui se fait avec la musique classique. Beckrich a engagé, après la tombée du rideau de fer, un jumelage avec une commune hongroise, et c'est surtout l'échange des jeunes luxembourgeois qui partent en Hongrie, des Hongrois qui viennent chez nous chaque été pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'on fait partie de l'Union européenne et qu'il y a quand même des différences économiques, sociales, culturelles qui s'y retrouvent. Et je vous ai parlé de l'Alliance du climat, du but réduire de 50% les émissions de CO2, mais d'un autre côté, aider à mettre en place une solidarité internationale. Je vous ai montré, je pense, qu'on a pris très au sérieux le premier but, réduire les émissions de CO2, mais on a dès le début pris au sérieux le deuxième but. Voilà pourquoi la commune Beckrich investit depuis 15 ans, chaque année 0,7% de ses rentrées ordinaires dans des projets dans le Sud. On ne le fait pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas les ressources humaines, on le fait avec des ONG luxembourgeoises qui ont des partenaires dans le Sud, en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique, et parfois on a la chance soi-même d'en profiter, si je peux dire. Vous me voyez, en inaugurant un centre de formation continue pour femmes à 200 km au sud de Madras, et on en revient plus que jamais convaincu que ce monde est injuste et qu'il faut partager, non pas seulement à l'intérieur de nos sociétés, mais aussi entre le Nord et le Sud. Alors, pour terminer, avant de revenir aux 10 conclusions qu'on peut tirer de notre démarche, la clé du succès. J'espère que je vous ai convaincu que pour une petite commune rurale classique, conservatrice de 2300, on a quand même fait un certain bout de chemin, mis en place des projets relativement innovants. Et comment ça a été possible? Alors, c'est clair et net, la clé du succès, c'est la participation citoyenne. Beckrich a été la première commune, il y a 30 ans déjà, à ouvrir les commissions consultatives qui jusque-là étaient réservées aux élus. On les a ouvertes aux hommes et femmes de la rue, comme on les appelle,
Au début, c'était relativement compliqué. Les élus pensaient perdre du pouvoir. Ils disaient, mais les citoyens ne viennent que pour leurs petits problèmes. Et peu à peu, la confiance est installée. On a développé le système. Et entre-temps, on a une petite dizaine de commissions permanentes avec pas moins de 60 à 70 citoyens et citoyennes qui, ensemble avec les élus, réfléchissent en permanence à l'avenir de leur petite commune. Et croyez-moi, c'est deux choses totalement différentes. D'un côté, un conseil communal tout seul, 9 personnes, avec beaucoup de volonté, avec leur connaissance, essaient de créer une vision pour leur commune. Et d'un autre côté, ces mêmes élus, ensemble avec autant de citoyens et citoyennes. Il y a surtout deux grandes différences. La première, c'est clair, il y a beaucoup plus d'idées dans 60 têtes que dans 9, mais surtout, ces membres des commissions consultatives sont les meilleurs ambassadeurs pour faire de l'acceptation pour ces projets innovants qu'on veut introduire dans la société. On met les cartes sur table dès le début, mais si des gens ont passé 6, 7, 10 soirées à avoir l'utilité d'un réseau de chaleur, à pouvoir apporter le rapport pour la tarification des prix, je pense que ce sont eux qui vont parler à la maison avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs voisins, qui vont parler dans les sociétés où ils sont actifs, et c'est eux qui préparent finalement le terrain pour qu'après, ces projets soient tous acceptés par la majorité de la population. On est conscient avec Rich qu'à part l'eau minérale et les énergies renouvelables, c'est là la troisième ressource pour le 21e siècle, c'est-à-dire la matière grise de 2300 citoyens et citoyennes. Nous, on trouve dommage si ce savoir-faire ne trouverait ses fruits qu'à Luxembourgville, lors du travail payé, on essaie de mobiliser une partie de notre population pour qu'ils apportent un peu de leur savoir-faire dans leur temps libre dans ces commissions. Ils le font, il n'en faut pas 200. Et si vous avez 60 citoyens et citoyennes de toutes les catégories d'âge, de toutes les catégories professionnelles, d'architectes, d'ingénieurs, jusqu'à des agriculteurs, des praticiens, des ouvriers, des artisans, croyez-moi, c'est là assez de gens pour préparer l'avenir. On utilise bien sûr les technologies modernes pour rester au courant. Pour vous dire qu'entre-temps, on peut vraiment mesurer avec Rich par des chiffres ces termes un peu vagues que certains utilisent comme ils veulent, le terme de développement durable. Alors pour l'économie, je vous dis qu'entre-temps, les eaux minérales, dans une année, une bonne année, il fait très chaud en Europe, ça peut nous rapporter 400 000 €. La vente de chaleur l'année passée, c'était 400 000 €. Ce n'est pas du net, il faut bien sûr amortir le réseau, il faut les frais courants, mais c'est quand même une rentrée. Et croyez-moi, justement, dans ces temps durs, où tous les gouvernements, aussi bien le gouvernement belge que le gouvernement luxembourgeois, ont comme premier réflexe de fermer le robinet pour les collectivités locales. Il est relativement intéressant d'avoir certaines rentrées propres pour ne pas dépendre que des versements du gouvernement central. Alors c'est très important en ces temps de crise qui courent. Alors sur l'écologie, je vous ai parlé, on a réussi à être de 20% sous la moyenne de consommation par tête habitant. Je vous ai parlé de cette production d'énergie, 80 jusqu'à 100% d'électricité basse tension. Entre-temps, on est à 30% de la chaleur et 15% des ménages qui ont investi dans le solaire. On a créé directement et indirectement, rien que dans l'énergie, une bonne douzaine d'emplois. On a été une des communes avec le plus d'étrangers lors des élections communales. Et même si ce n'est pas seulement le mérite du collège et du conseil de Beckrich que le chômage en 2009 était à la moitié de la moyenne nationale, c'est quand même tranquille pour un bourgmestre de pouvoir dormir tranquillement lorsqu'il sait que le chômage est à la moitié de la moyenne luxembourgeoise. Alors pour définitivement terminer, quelques principes qu'on a appris nous. Vous avez bien compris qu'il y avait, je le répète, il n'y avait pas de plan il y a 30 ans. On a commencé dans une crise profonde, on a réagi à cette crise et peu à peu, on s'est tourné vers l'avenir, on a essayé d'intégrer les termes de développement durable et de politique de l'environnement. Pour l'instant, par exemple, on est entré en contact avec un mouvement qui est parti d'Angleterre qui s'appelle Transition Town, c'est-à-dire les villes en transition. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un peu ce qu'on fait, mais ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est basé sur une certaine philosophie en vue du peak oil, c'est-à-dire du maximum de production du pétrole. Ce mouvement veut dire, mais il faut se préparer à tout ce qui va nous tomber
sur la tête. Et moi, j'aime bien un terme que j'utilise beaucoup, c'est le terme de résilience, qui veut dire qu'il faut, dans chaque famille, dans chaque village, dans chaque commune, se préparer dans ces grands coups qui vont venir, c'est-à-dire apprendre à réagir à une crise même avant qu'elle ne soit là. Moi, j'aime bien ce terme. Personne, ni vous ni moi, ne savons dire ce qui va nous tomber sur la tête. Il y aura des choses qui vont nous tomber sur la tête dans les 20 ans à venir. Et je pense qu'il est très important partout où on est de se préparer à ce qui va venir, réapproprier une certaine souveraineté énergétique, une certaine souveraineté alimentaire. C'est déjà beaucoup. Si vous avez un toit sur votre tête, si vous avez de l'énergie et à manger, c'est déjà pas rien. Et s'il vous reste un peu de solidarité dans votre communauté, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Mais si vous n'avez plus d'énergie, si vous êtes dépendant pour tout ce que vous mangez de la globalisation, vous êtes perdu. Et là, il faut redevenir conscient. Les supermarchés nous mettent dans l'illusion d'avoir un choix énorme. Alors en tout cas, à Luxembourg, il y a 2 ans, il y avait des routes enneigées et tout. Et si ça avait duré encore un tout petit peu, on aurait mangé au Luxembourg que de la viande et du lait, parce que c'est tout ce que font encore nos agriculteurs. On importe 99% de nos fruits et légumes. Voilà où on est arrivé avec la globalisation. Il faut retourner là-dessus. Il faut devenir résilient et avoir au moins assez à manger. Si demain, les camionneurs français ou européens bloquent les routes parce que le pétrole est devenu définitivement trop cher, ça peut arriver dans 3 mois, ça peut arriver dans 3 ans. Il faut se préparer, il faut devenir résilient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que le plus important dans une commune, dans une communauté, il faut élaborer ensemble, c'est très important, une vision. Si beaucoup de choses vont mal dans notre société, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de projet. Il y a des familles qui n'ont plus de projet, il y a des villages qui n'ont plus de projet, il y a des communes qui n'ont plus de projet. Permettez-moi, si je peux me permettre ça de l'extérieur, j'ai même l'impression, quand on voit la Belgique, qu'il y a des pays qui n'ont plus de projet. Mais comment voulez-vous que des citoyens et citoyennes qui se retrouvent qui n'a plus de projet s'investissent dans cette communauté? Ça ne va pas fonctionner. Il faut redécouvrir un projet de société, il faut développer ensemble avec les gens une vision. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ne reste pas à l'éternité dans la réflexion intellectuelle, il faut en même temps avancer, faire des petits projets et avancer à petits pas. La plupart des gens à Beckerich ne savent rien faire avec l'autarcie énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des gens ne peuvent pas s'imaginer que dans 15 ans, Beckerich n'ait plus besoin de pétrole. Mais lorsqu'on leur dit, écoutez, chacun de vous, s'il met un capteur solaire sur son toit, fait un petit pas dans notre direction de l'autarcie, ça les gens le comprennent. Il faut en permanence avoir les deux choses, la vision à long terme et d'un autre côté faire des petits pas pour que tout le monde, et c'est très important pour que tout le monde puisse suivre cette évolution. Après la vision, il faut fixer, c'est très important, des buts précis et vérifiables. Si on n'avait pas fixé ce but ambition en 1995 de diminuer de moitié les émissions de CO2, on ne serait pas en route vers l'autarcie énergétique aujourd'hui. Il est très important aussi que vous puissiez vérifier ce que vous faites. J'apprécie un peu toutes les actions qui se font dans le domaine des énergies renouvelables, mais je vois beaucoup d'activisme mal ciblé qui risque de faire plus de dégâts que de bonheur. Alors c'est parce qu'on n'a pas fixé des buts précis et vérifiables qu'on peut avoir des résultats pareils. Ensuite, il faut bien sûr développer une stratégie. Et là encore, il faut se baser sur des faits. Alors, première chose dans une commune qui va se lancer dans le domaine de l'énergie, il faut faire un concept énergétique avec d'un côté l'état des lieux, où on en est, avec les potentialités d'économie dans tous les domaines, gaz, électricité, chaleur, et d'un autre côté les potentialités d'énergie renouvelable. Sinon, on risque d'investir beaucoup d'argent avec peu d'effets. C'est très important. Il faut évaluer régulièrement les actions menées. C'est ce que je vois souvent, ce qui est oublié. Il y a des communes qui commencent à faire une campagne de sensibilisation des gens pour réduire la consommation d'électricité. Il y a des gens qui suivent, les gens n'entendent plus rien. 3 ans plus tard, la commune fait une campagne pour diminuer la consommation d'eau. Les gens font des efforts, ils n'entendent plus jamais parler de ça. C'est catastrophique. Après quelques années, tout l'a fait disparaître. Il faut régulièrement informer vos citoyens et citoyennes si vous êtes sur le bon chemin, et mieux vaut informer les gens que vous avez fait mauvaise route que si vous ne faites pas de feedback du tout. Alors c'est très important, c'est souvent oublié, mais c'est très nécessaire. Alors il faut utiliser une communication
créative et adaptée. On n'a pas les grands budgets avec Riche, on essaie de développer nous-mêmes certaines idées. Vous voyez une petite plaquette sur les portes-entrées, à côté des portes-entrées. Régulièrement, on donne aux gens qui nous suivent, c'est-à-dire qui investissent dans le solaire, on fait une petite fête. On ne boit pas seulement de l'eau avec Riche, souvent on boit du vin et de la bière. On fait une fête et le bourgmestre remet à tous les ménages qui participent une petite plaquette. Et ne sous-estimez pas l'effet de cette petite plaquette qui coûte 3 fois rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les voisins qui arrivent, il y a la famille qui arrive, il y a les amis qui arrivent. On dit, mais c'est quoi ta plaquette? Et les gens commencent à parler, ils disent, mais t'as pas vu mon installation solaire sur le toit? Ou j'ai acheté 4 kW de solaire photovoltaïque sur le hall sportif dans un projet collectif. Et c'est comme ça qu'on a réussi avec Riche à répandre les idées au-delà des 5% écologistes qui sont partout, qu'on est passé à 15-20% des ménages qui ont investi dans le solaire. Alors il faut, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais c'est ce qu'on a fait souvent, c'est ce que vous faites en invitant, échanger des expériences. Je vous l'ai dit, on a visité Danemark pour le biogaz, on a visité l'Autriche pour la filière bois, on a visité Fribourg, on est revenu avec des idées. Bien sûr qu'il fallait adapter d'une grande ville à une petite commune rurale. Alors la roue est inventée, et il faut juste trouver la bonne grandeur pour votre commune, pour votre région. Il faut parler un langage et pour que tout le monde puisse vous comprendre. C'est ce qu'on peut reprocher à la mouvance écologiste en général. Je pense qu'il devient de plus en plus clair que depuis le début, on avait les bons arguments. Malheureusement, on a souvent parlé un langage incompréhensible, qui n'était pas compréhensible pour des gens qui ont d'autres problèmes à solutionner du matin au soir que parler d'énergie ou parler des kilowattheures. Ils ont les enfants à élever, ils ont essayé de toucher les fins du mois. Il faut parler un langage clair pour que tout le monde puisse suivre. Il faut impliquer, ça je l'ai dit assez souvent, je ne vais pas le répéter, à tous les niveaux. Ce qu'il ne faut pas oublier dans une commune, si vous allez plus conséquemment dans cette démarche, c'est les collaborateurs et les collaboratrices. C'est ce qu'on oublie souvent. Il ne suffit pas qu'un bourgmestre décide de s'investir dans l'énergie. Si vos collaborateurs et collaboratrices n'ont pas compris le sens de votre démarche, vous n'allez pas réussir. Si vous ne formez pas votre personnel, si vos concierges n'ont aucune idée de la consommation que vous avez dans votre hall sportif, comment voulez-vous les motiver? C'est ce qu'on a fait. Chez nous, ce n'est pas le bourgmestre ou l'ingénieur qui est allé dans une formation à Berlin pour gérer le nouveau hall sportif, mais c'est les deux concierges. On a envoyé à Berlin dans une formation parce qu'on avait acheté un programme allemand sophistiqué avec le résultat qu'aujourd'hui les concierges se font une fierté pour montrer qu'avec Riche, on consomme pour le grand hall sportif que vous avez vu l'équivalent de 10 000 litres de mazout, alors qu'à 5 km de là, le même hall sportif utilise 45 000 litres de mazout. Ça vous fait à 1 euro le litre une économie de 35 000 euros sur année sur un bâtiment avec Riche. Et voilà les concierges payés. Et le programme de 20 000 euros en une année. C'est ça ce qu'il faut faire. Alors n'oubliez pas, vos collaborateurs et collaboratrices, c'est des personnes très importantes dans votre démarche. Alors ça aussi, j'ai dû l'apprendre en tant qu'écologiste. Au lieu de perdre son énergie avec la frange de la population qui ne va pas vous suivre tout de suite, essayez plutôt de faire des alliances avec ceux qui sont un peu plus près de vous. Pour avancer, il ne faut pas avoir 51%, il suffit de ne pas avoir 51% contre vous. C'est une grande différence. Il suffit que vous ayez une certaine base derrière vous et que j'ai finalement, si vous réussissez un jour à créer de nouveau un sentiment d'identité et de fierté dans votre communauté, vous allez changer le monde, croyez-moi. Et quand je vous montre cet ancien électricien du village qui, après sa retraite, a repris en main une ancienne scierie qu'il a rénovée les 3 dernières années pendant des milliers d'heures bénévoles, gratuitement. La seule chose qu'il touche, pour toute une journée qu'il travaille au moulin, la commune leur offre le menu du jour. Si vous réussissez de nouveau à ce que des gens fassent des travaux pour la communauté, que vous valorisez les gens, non seulement par l'argent, mais par une autre reconnaissance de solidarité et d'appui social, vous êtes gagné et toutes les crises peuvent vous tomber sur la tête, vous serez capable de les submerger. Voilà qu'on a
reste optimiste malgré les grands défis devant nous et je pense que les enfants de l'Écliche peuvent regarder l'avenir d'une manière un peu plus optimiste que peut-être autre part. Merci beaucoup pour votre attention et votre gentillesse.